Bonjour et bienvenue sur le plateau de Terminal F, le magazine des voyages du Figaro. Un nouveau rendez-vous aujourd'hui avec l'évasion et on met le cap sur l'Arctique et plus précisément le Spitzberg. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors Jean-Bernard, depuis quelques années, le monde polaire aimante de plus en plus de voyageurs. Les paradis blancs ont le vent en poupe. Et parmi eux, le Spitzberg, porte d'entrée du royaume des glaces. Alors Bénédicte, le Spitzberg, on dit parfois le Spitzberg, parfois le Svalbard. Quelle est cette distinction géographique ? Alors Jean-Bernard, il se trouve qu'en 1596, le Hollandais William Barents découvre cet archipel situé au nord-ouest de la Norvège, à environ seulement 1000 km du pôle Nord. Il le baptise Spitsbergen, qui signifie montagne pointue. Mais les Vikings étaient passés avant lui, au XIIe siècle, et l'avaient nommé Svalbard, les côtes froides. Donc pour mettre tout le monde d'accord, on a décidé que l'île principale de l'archipel s'appellerait Spitzberg et l'archipel garderait le nom de Svalbard. Alors cette précision, cette distinction importante étant faite, et avant de présenter nos trois invités, je vous rappelle que cette émission est interactive et que vous pouvez réagir et poser vos questions sur le site lefigaro.fr et le fil Facebook du Figaro. On vous écoute, bien entendu. Alors avec nous, sur le plateau de Terminal F, Christian Kempf, le grand spécialiste de l'Arctique et le fondateur de l'agence Grands Espaces. Christian Kempf, bonjour. Bonjour. Également en notre compagnie cet après-midi, l'aventurier Alban Michon. Alban, vous êtes plongeur, connu pour vos exploits sous la glace. L'Arctique est justement l'un de vos terrains de jeu favoris et vous êtes très impliqué dans la sensibilisation du grand public à la nécessité de protéger cet environnement tellement fragile. Alban, bonjour. Bonjour. Notre troisième invité, que j'ai eu la chance d'avoir comme guide lors d'une croisière expédition au Spitzberg l'été dernier, Adrien Brun, est à la fois ornithologue, écologue et artiste naturaliste. Adrien, bonjour. Bonjour. Alors Christian Kempf, l'Arctique et vous, c'est une longue histoire qui débute au début des années 70. Vous y avez mené une bonne vingtaine d'expéditions scientifiques avant d'y amener les voyageurs en créant l'agence Grands Espaces. Et l'archipel du Svalbard est votre étoile polaire. Pour nos internautes qui ne connaissent pas forcément cette destination, expliquez-nous ce que le Spitzberg représente et pourquoi c'est un archipel unique. Oui, c'est un archipel unique, mais pour ça, il faut aller du général au particulier. En raison de l'inclinaison de la Terre, les zones polaires du pôle sud et du pôle nord sont couvertes de glace, globalement. L'Antarctique, c'est à l'opposé de l'Arctique, c'est au pôle sud, c'est là qu'on trouve les manchots ou les pingouins, c'est là qu'on trouve un continent glacé. L'Arctique, c'est une Méditerranée polaire, c'est une mer glacée. Et dans cette mer, il y a des îles. Il y a la plus grande île du monde, comme le Groenland, et il y a des archipels, comme celui du Spitzberg ou du Svalbard. Le Spitzberg et le Groenland ont cela de particulier, c'est que dans le contexte arctique, ce sont des régions de montagne. Donc déjà, le Spitzberg est couvert de 60% de glaciers et de calottes, mais ses côtes sont également entourées de banquises. Et c'est ça l'empreinte, la première empreinte du Spitzberg est caractéristique, c'est la présence de glace, on aura l'occasion d'y revenir, j'en suis sûr. L'autre chose, c'est que c'est une île au milieu d'une mer extrêmement riche. Les mers polaires sont parmi les plus riches du monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux. Et enfin, le Spitzberg est au droit de l'Europe, qui fut longtemps la puissance mondiale et qui a envoyé là-haut ses explorateurs. Il n'y a pas de population locale, parce que jamais les Inuits ou les Esquimaux, comme on disait autrefois, n'ont pu le rejoindre. En revanche, il y a là toute une histoire de l'exploration, et donc le Spitzberg est une terre extraordinaire à découvrir. Alors justement, le Spitzberg, à quel pays appartient cet archipel d'ailleurs ? C'est toute une histoire aussi qui n'est pas très loin de chez nous, à Sèvres, dans la banlieue parisienne. La Norvège, en 1905, quand elle s'est créée, avec la Première Guerre mondiale, n'avait pas d'armée. En revanche, elle avait une neutralité active. Et lors des traités dits de banlieue, qui ont suivi la Grande Guerre, il a été attribué l'administration du Spitzberg à la Norvège. Ce qui fait que, paradoxalement, nous autres Français, Allemands, Belges ou autres, nous pouvons aller au Spitzberg. C'est une terre internationale, mais elle est administrée par la Norvège. Donc, on va considérer qu'elle est norvégienne. D'accord. Vous la localisez à peu près Alors, depuis Paris, vous regardez droit au nord et vous allez vers le pôle Nord. Vous faites 3350 km et vous y arrivez. D'accord. Alors, l'accessibilité du Spitzberg, on a bien compris que c'était sous administration donc, norvégienne, pas très loin du pôle Nord, on l'a dit, 1000 km. Comment on y accède ? Est-ce que c'est une terre inaccessible ou on peut y aller par des moyens de transport organisés ? Je voudrais dire d'abord que
comme toutes les régions polaires, ce fut longtemps une terre très peu accessible. On vient de parler de 1596 pour les premiers explorateurs, et c'est depuis 200 ans environ qu'on va là. Ensuite, le Spitzberg a commencé à être connu parce que ça a été un véritable porte-avions, porte-aéronefs pour les ballons, les dirigeables, les avions, les hydravions qui partaient à la conquête du pôle Nord que finalement, on n'a connu qu'en 1908-9 ou en 1926, c'est-à-dire il y a 100 ans. Quoi. Bon. Donc, c'est depuis 100 ans vraiment qu'on peut parler du Spitzberg. Vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, évidemment des avions, mais surtout par la mer. Et ce n'est que depuis récemment, depuis les années 70, qu'on peut y aller régulièrement en avion. Il n'y a pas de ligne régulière, évidemment, il faut prendre les lignes norvégiennes ou alors avoir des avions privés. Et c'est ainsi que l'on arrive à un nom terrible, Longyearbyen. C'est pas la longue année des haricots pour les anglophones, hein. C'est Longyearbyen. Non, c'est la ville de M. Longyear, parce que le Spitzberg a été connu pendant des décennies, car M. Longyear a investi là dans des implantations charbonnières. Et pendant longtemps, le Spitzberg a été une grande implantation, est une grande mine, somme toute. D'ailleurs, on le voit très bien, hein, dès l'arrivée à Longyearbyen, on voit il y a une mine encore active. Alors, non elle n'est plus active depuis cette année. D'accord. Il y avait 40 000 tonnes qui étaient exploitées, mais les Norvégiens ont fait beaucoup d'efforts dans le sens de l'environnement pour faire en sorte que justement le tourisme amène plus d'argent que la mine et que le gouvernement norvégien accepte de fermer la mine, ce qui est le cas maintenant. Alors, qui sont les Spitzbergiens finalement? Qui vit au Spitzberg de manière permanente, pas les touristes? Il n'y a aucun Inuit, aucun Esquimau, tout simplement parce que les civilisations Inuits sont venues de l'Ouest. Elles ont dépassé le détroit de Bering il y a 23 000 ans, sont allées dans l'Ours canadien, le Groenland, et hop, on met le pied sur un glaçon de banquise au nord du Groenland, on est déporté vers le sud. Alors il n'y a que 400 km, mais jamais l'homme n'a réussi à franchir. Donc le Spitzberg, quand les baleiniers, les attrapeurs dans l'histoire l'ont découvert, il était plein d'animaux. Et les Spitzbergiens actuels, ce sont un tiers des personnes qui s'occupent de l'administration norvégienne, un tiers de personnes qui tournent autour du tourisme et un tiers des personnes qui tournent encore, je dirais, autour de l'administration minière qui est en train de fermer tranquillement ses portes. Ce sont 2500 personnes environ. Il y a aussi une université scientifique. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Vous avez au Spitzberg 3 grandes bases, à Longyearbyen, à Ny-Ålesund et à Hornsund. Ces noms sont terribles, mais Hornsund, c'est quoi? C'est une trentaine de scientifiques internationaux. Ny-Ålesund, c'est une quinzaine d'instituts de recherche, et Longyearbyen, c'est l'université du Svalbard. Pourquoi? Parce que rares sont les endroits aussi facilement, somme toute, accessibles en avion et en bateau, avec des équipements lourds, pour pouvoir véritablement mettre de la recherche en œuvre. Les régions polaires ont cela d'extraordinaire, c'est qu'elles sont très peu couvertes, elles sont difficilement accessibles, que ce soit en termes de météorologie, en termes de géologie, sismologie, que ce soit en termes d'océanographie. Les régions polaires doivent être étudiées, ne serait-ce qu'en termes de météorologie. On a chaque seconde 3 milliards de données, mais là, les grands blancs viennent de la mer ou des régions polaires. Alors Christian, justement, on vient de parler un petit peu du côté humain de cet archipel, ouais. Mais quand on pense Spitzberg, on pense tout de suite, immédiatement, pour nous autres, ceux qui n'y sommes pas allés, on pense à l'ours polaire, ce fameux ours blanc, l'animal mythique que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos de cet ours polaire dans le Spitzberg? D'abord, je vais vous dire que j'en ai très peur. D'accord. C'est normal d'en avoir peur. Ouais. Un ours, j'ai comme Alban eu malheureusement des aventures très proches avec l'ours. Et pourquoi? Parce que c'est une masse, d'abord, de 300 à 400 ou 500 kilos, qui peut faire des bonds de 8 à 10 mètres, qui nage magnifiquement dans l'eau. Il y a des records, des tristes records de centaines de kilomètres. Il est surtout à l'aise sur un environnement changeant en permanence. Le milieu naturel de l'ours blanc, c'est la banquise. La banquise, elle bouge tout le temps. Elle est fractionnée, elle est compacte, mais même quand elle est compacte, elle bouge. Et donc, il est obligé de s'adapter en permanence. Et les quelques 22 000 ours environ qu'il y a dans le monde sont en fait règnent sur cette banquise. On voit de temps en temps l'ours blanc sur les terres, on le voit le long des côtes, mais pour parler du Spitzberg même, nous avons environ 3 000 ours sur la banquise et 300 sur la terre, dont environ 250 sur l'Est, là où il y a vraiment le pays des glaces. Adrien, je vous vois acquiescer aux propos de Christian. Ce fameux ours, vous le connaissez, vous l'avez rencontré, ça vous a inspiré quoi?
Je pense que comme beaucoup de gens, ça inspire beaucoup d'admiration. Enfin, L'admiration ou de la peur finalement, ou les deux? Personnellement, de l'admiration, j'avoue, et pas mal d'humilité. C'est un animal qui est tellement ancré dans notre imaginaire. Je veux dire, depuis qu'on est enfant, c'est un animal qu'on connaît sous différents aspects, à travers les documentaires, les histoires et tout ça. Et pour pas mal de gens, on le voit, enfin, quand on emmène des passagers là-haut, la première vision, la première belle observation d'ours polaire a quelque chose souvent de très intense, de très profond, et on voit des gens particulièrement émus. Le silence se fait automatiquement dans le zodiaque, et les gens regardent ça, et souvent, c'est de l'admiration et beaucoup d'émotions qui dominent. Alors Adrien, l'ours polaire, l'ours blanc, il n'est pas blanc? Non, il est rarement blanc. On va dire qu'il est rarement blanc. Les jeunes individus peuvent être particulièrement blancs, mais souvent, il a plutôt une couleur crème. Donc c'est lié à plusieurs choses, ça peut être lié à son régime alimentaire. Voilà, il peut se rouler dans la terre, il se nourrit essentiellement de graisse de phoque qui va petit à petit teinter son pelage. Il y a aussi des microalgues qui peuvent se développer dans son pelage. Donc généralement les gens s'attendent à avoir un ours blanc immaculé, ce qui en fait n'est jamais le cas, parce que quand nous, avec les jumelles, on cherche des ours blancs quand on est au milieu de la banquise, donc c'est-à-dire qu'on a un environnement blanc, bleu, gris à perte de vue. Et on est aux jumelles en permanence, c'est ce qu'on cherche, c'est une petite tache crème. Et en fait, c'est jamais une tache blanche, on cherche juste une petite tache crème qui se déplace au milieu de la banquise. Alors moi j'ai une question de novice, parce que je rêverais d'aller dans cet archipel que tu as eu la chance de visiter, Bénédicte. Mais au Spitzberg, est-ce qu'on est sûr de voir l'ours blanc? Est-ce que les rencontres sont garanties, Christian? On ne peut jamais rien garantir en termes de nature, évidemment. Mais l'ours blanc est protégé au Spitzberg depuis 1973. La population, je vous l'ai dit, sur la Terre est d'environ 300 individus. Et donc, quel est le secret pour voir des ours? D'abord, y aller avec des gens qui ont l'habitude de repérer, ou spotter, j'aime pas ce terme, enfin, de repérer les ours sur la banquise. Il y a un certain jeu de temps en temps avec des gens comme Adrien ou d'autres. Mais le record, c'est repérer un ours à 9,5 km pour le moment, sur la banquise. Donc, il faut avoir les gens habitués à ça, véritablement. Ensuite, il faut avoir une bonne coordination entre divers bateaux, chefs d'expédition, etc., c'est-à-dire de gens de terrain, pour dire, tiens, là, il y a un cadavre de baleine, il y a des ours, ou ceci ou cela. En clair, pardon de parler, cette fois-ci presque commercial, je dirige des voyages commerciaux depuis environ 25 ans. On a toujours vu des ours, en général une dizaine, une quinzaine par Alors à voyage. quelle distance, aussi question très pratique, à quelle distance on peut les approcher en tant que passager? Évidemment, il y a toute une réglementation qui encadre l'approche des ours. Donc la première, c'est tout simplement quand on ne doit jamais être à terre en même temps qu'un ours blanc. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de protocoles de sécurité qui font que avant tout débarquement, lorsque c'est prévu dans le planning de la journée, tous les guides vont passer beaucoup de temps à scruter la côte. On va parcourir cette côte en zodiaque pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ours polaire. Donc déjà, on ne le rencontre jamais à terre. Si on le rencontre, c'est depuis un zodiaque. Et à partir de là, ça peut être à quelques dizaines de mètres, à une cinquantaine de mètres. Donc ça permet déjà d'avoir de très belles observations. Ou alors ça peut être depuis le bateau également, sur la banquise. Et là, même si l'ours est loin, ça reste de superbes observations. On a d'ailleurs fait de cet animal le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique, mais le climat n'est pas vraiment son seul ennemi. C'est ce que les passagers apprennent sur place. On vous écoute d'ailleurs, Adrien, leur en parler. Magnéto sur cette intervention d'Adrien à bord du Zodiac lors de notre croisière de juillet. Si vous faites une prise de sang des ours polaires qu'on a vus, ou de la mouette ivoire qu'on a vue hier, elle a des taux de PCB, de DDT, d'insecticides et de produits industriels qui sont juste effarants et parmi les plus hauts sur Terre. C'est quelque chose qui est complètement fou. J'ai une conférence là-dessus, je ne pense pas que j'aurai le temps de vous la faire, mais la pollution chimique en Arctique et particulièrement au Spitzberg, elle est phénoménale. Elle est vraiment phénoménale et vous avez un phénomène qu'on appelle la bioaccumulation. C'est-à-dire que plus vous êtes haut dans la chaîne alimentaire, plus vous avez une quantité importante de pesticides. Parce que votre phytoplancton, il va prendre une molécule. Sauf que le zooplancton va manger plusieurs phytoplanctons, donc il va prendre 2-3 molécules. Et la crevette qui mange le zooplancton va en prendre un. Donc quand vous arrivez à l'ours polaire ou à la mouette qui mange les ours polaires, vous avez des taux qui sont complètement fous. Il y a des effets clairs sur tout ce qui est... Ils ont fait plusieurs études qui ont montré qu'il y avait des effets clairs sur reproduction, système immunitaire, sang, rein, foie, cardiaque. Tout ça c'est affecté. Et vous vous dites qu'on est à 3000 km de la France, parce qu'il faut savoir que tous ces pesticides viennent ici principalement par les vents et principalement d'Europe de l'Ouest. Et la France est le premier utilisateur de pesticides en Europe et le premier utilisateur de pesticides par habitant dans le monde. Donc on a... Comme dirait l'ours. Ouais, exactement. C'est-à-dire que
On est là, ça paraît trivial hein, quand on est chez nous et qu'on entend les écolos bobos, hein, faut manger bio, faut manger bio. Eh bien, il y a une raison directe, un lien direct qui se fait entre le fait de manger bio chez vous et ce qui se passe ici. C'est délirant. Alors, je ne suis pas écolo-bobo, mais c'est vrai qu'à l'issue de cette croisière, j'avoue que je me suis mis à beaucoup plus manger bio. Voilà, chacun peut faire un petit geste si ça peut contribuer. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, Alban, cette petite intervention d'Adrien ? Alors moi, quand je t'entends parler, je suis entièrement d'accord avec lui, bien évidemment. Les ours, je vous ai entendus tous les deux, tu en as un peu peur et tu as entièrement raison. Il est attirant, il fait rêver, tu as aussi entièrement raison. Moi, il m'attire, il représente toute la poésie des eaux polaires, du monde polaire, des eaux arctiques. Et effectivement, ils sont en danger, il faut les protéger. C'est aussi des ours, on en voit de moins en moins, la banquise fond. Donc oui, c'est un animal qu'il faut protéger. Et comme tu dis très bien, tout vient aussi, pas que du Spitzberg, mais de l'ensemble de la planète. Des courants, des vents, etc. Donc il faut faire attention à tout ça. Alors Alban, la faune arctique, tu t'y es frotté de très près, hein, puisqu'on parle d'ours. Je crois que tu as vécu avec un de ces géants de l'Arctique, une drôle de rencontre. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, c'était sur une expédition il y a quelques années, en remontant d'une plongée, parce que je suis plutôt spécialisé dans les plongées sous la glace, sous un plafond opaque, transparent. Et là, c'était donc dans les eaux arctiques, en plein été arctique, donc il y avait des icebergs, hein, donc il n'y avait pas de plafond. Et en remontant de la plongée, j'étais avec un caméraman qui s'appelle René Euzé, qui avait fait Océan, le film Océan, enfin qui a participé au film Océan. Et en remontant de la plongée, en fait, on voit au loin quelque chose de blanc qui flotte. On a l'impression que c'est un bout de glaçon. Et très rapidement, on voit que en fait, c'est pas un bout de glaçon parce qu'il a des poils également. Hein, donc, et on voit surtout que ça avance. Donc là, on est quand même hors cadre de ce que vous faites, vous. On est dans un cadre plutôt expédition où on va s'adapter. Et on voit donc que c'est un ours polaire c'est très impressionnant. Ça va nage très vite, comme le disait Christian. Ça a des pattes qui sont comme ça. Et les deux pattes avant, donc c'est vraiment le moteur. C'est une puissance phénoménale. Les pattes arrière, c'est le gouvernail. Et en fait, on l'a vu faire une première apnée. Et il descend à 2-3 mètres et il reste quelques secondes sous l'eau. Vraiment, donc déjà, c'était très impressionnant. Et il a fait une deuxième apnée, en fait, juste après. Et ensuite, après, il est reparti. Ça a duré quelques secondes, comme ça. Et dans cette expérience qu'on a vécue, en fait, j'ai perdu le caméraman, on s'est perdu. Et à un moment, je remonte, mais au bout de plusieurs minutes, hein, il n'y avait plus rien qui se passait, etc. Et je remonte et je vois l'ours au loin. Il a une cinquantaine de mètres à peu près en surface. Donc je suis avec mes bouteilles de plongée, je peux descendre. Et l'ours nage vers moi en surface. Et donc je profite de ce moment en me disant 50 mètres, j'ai le temps, ça va très très vite. Et puis très rapidement, il est à 20 mètres, 10 mètres. Et je me dis, je vais descendre pour lui échapper. 8 mètres, 6 mètres, 5 mètres. Et je commence à descendre et en fait, il s'arrête à 3 mètres de moi. Et souvent, on me dit, mais est-ce que tu as eu peur ? J'ai pas eu le temps. J'étais hypnotisé par le moment. On est hypnotisé quand on voit un ours polaire. J'étais hypnotisé, il s'est arrêté, on se regardait face à face, droit dans les yeux. Ce qui est dingue de voir un ours polaire, de se regarder. J'ai bien compris que lui et moi, on se posait la même question. Qu'est-ce qu'on fait là ? Voilà. Et en fait, il s'est redressé, il a fait demi-tour. C'était dingue. Je pense qu'il était très jeune pour faire ça. Curieux, jeune, je ne sais quoi. Et je pense que j'ai peut-être eu un peu de chance également, j'en sais rien. Sûrement. Adrien, est-ce qu'il y a justement ce type de rencontre du troisième type, vous l'avez vécu aussi ? Alors pas sous l'eau, mais sur Terre. Vraiment une approche très, j'allais presque dire, à bout portant, si je puis dire. Étant donné que je suis guide, ce qu'on dit guide polaire dans la région polaire, tout l'objectif de mon métier est justement de ne jamais me retrouver dans ce genre de situation. Donc on fait absolument tout pour l'éviter. Mais j'avoue qu'il y a quelques petites choses qui résonnent quand des fois on se retrouve dans des situations où on est même à quelques dizaines de mètres d'un ours polaire, ou quand on est depuis le bateau, que l'ours se retrouve juste en dessous. Ce côté, réussir à plonger dans le regard d'un ours polaire, ça m'est arrivé cette saison. On a eu un gros mâle extrêmement coopératif qui est venu se coucher devant nous à la banquise pendant 1 heure. C'est une sensation vraiment étrange. Alors, quand on le vit aussi directement que Alban,
Ouais, Christian, je vous vais confirmez ajouter aussi. cette sensation extraordinaire, justement, Oui, les yeux dans évidemment. les yeux, j'allais dire. Alors les yeux dans les yeux, je l'ai quand je suis tranquillement à bord du bateau et qu'on se regarde, l'ours et moi. Et c'est là que je lui dis, tu m'auras pas. Parce que une fois, j'étais avec un groupe à pied, c'était du temps des expéditions. Il y a une ours qui est venue et on avait notre camp de base dans une hutte de trappeurs, avec toute notre nourriture, quoi, pour encore 1 mois et demi. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? La seule position, on est allé sur le toit de la hutte de trappeurs, l'ours, elle est rentrée et elle a, façon de parler, tout mangé. Ah, on était très ennuyés après. Mais le pire que j'ai eu un jour, on était 7, c'est 1975, c'est pas récent, mais ça me marque encore, j'y pense régulièrement, une fois par mois, de manière forte. Les copains d'expédition étaient partis sur le terrain, et moi j'étais seul pour noter. Et puis, je me suis endormi, ça arrive. Hein, bon. Mais il faut savoir qu'en été, dans le Grand Nord, il peut faire chaud, 10 degrés, 15 degrés, quoi. On peut s'assoupir, voilà. Et tout d'un coup, je suis réveillé, je sentais quelque chose. Il y avait un ours qui rôdait autour de moi. Alors on nous avait expliqué, on nous explique encore, et c'est ce qu'il faut faire, qu'à ce moment-là, il faut s'accroupir en protégeant ces éléments vitaux, le ventre et la tête, et donc les fesses en l'air. Et j'avais cet ours qui me tournait autour, les fesses en l'air, qui à un moment est venu vers moi, senti, puis il est reparti. Donc je sais que je ne devrais pas avoir peur de l'ours, mais quand on a vécu des trucs comme ça, je vous assure que la première chose, c'est attention aux ours. Écoutez, je suis enchanté d'entendre tous ces témoignages très intenses sur l'ours, mais le Spitzberg, ce n'est pas seulement l'ours polaire, il y a une diversité d'espèces qui est absolument incroyable, chose qu'on sait très peu finalement, Adrien. Oui, c'est sûr qu'on focalise souvent l'attention sur l'ours polaire, alors que là on voit des images défilées de morses, notamment, ça fait partie des autres espèces qui sont présentes et qu'on va observer là-haut. Donc il y a d'autres mammifères comme les morses qui sont en train de revenir et qui ont... Ça fait partie des bonnes nouvelles, dans toutes ces bonnes nouvelles qu'on entend concernant la nature. Le morse a failli disparaître de l'archipel, mais maintenant les populations sont en train de recouvrer des niveaux d'antan et ça augmente bien et ça permet des observations assez fascinantes. Mais il y a aussi tout ce qui est mammifères marins, vraiment cétacés. Il y a une diversité de baleines extraordinaire avec le plus grand animal sur Terre, la baleine bleue. Mais on peut aussi... On a eu la chance de voir. Qu'on a eu la chance de voir. Là, il y a des belugas. Ça aussi, ça fait partie d'un des emblèmes de l'Arctique. Ces baleines blanches qui arpentent souvent les fronts de glace. Je crois qu'on va voir la baleine là, juste après ça. D'accord. Et en fait, vous avez également à terre d'autres choses comme le renne. Il y a le renne du Svalbard, qui est une sous-espèce du renne qu'on connaît. Et, qui est plus trapu. Hein, C'est ça, il est plus court sur pattes, beaucoup plus arrondi, plus petit, et qui n'est présent que là dans le monde. Et il y a d'autres espèces comme les renards polaires, et puis il y a une diversité d'oiseaux absolument fabuleuse. Vous pouvez avoir dans cet archipel du Svalbard parmi les falaises d'oiseaux les plus spectaculaires du monde. Je pense notamment à Alkefjellet, qui est un bijou. Enfin, je pense qu'on partage tous cet avis sur ça. Ah oui, c'est très spectaculaire. Hein, Alban, c'est Hitchcockien. Cette arche de Noé, finalement, vous avez pu l'approcher aussi dans sa diversité. Pas simplement l'ours, mais justement ces morses, ces rennes, ces baleines, justement, vous êtes sous l'eau. Ouais. On les voit? On les voit, on les croise régulièrement. L'année dernière, j'étais au Svalbard aussi, et j'ai eu cette chance, justement, les images, on y était aussi, là. On en voit partout. C'est un monde merveilleux qu'il faut préserver, qui est très préservé d'ailleurs. Et donc j'ai eu cette chance. Ouais. Et suivant les endroits où on va dans l'Arctique, on n'a pas cette chance de voir autant de choses en fait. Christian, l'approche se fait comment avec les passagers pour le reste de cette faune animalière? On a bien compris qu'il y avait une approche spécifique pour l'ours. Pour le reste de la faune, finalement, comment ça s'aborde entre guillemets? Notre but, et ça doit être le but de tout le monde, c'est de ne laisser aucune trace, que celle qui est sur les pellicules ou sur les appareils photo. Enfin voilà. Donc, beaucoup de précautions. Il y a des consignes, des recommandations pour chaque site. Il y a pour chaque animal des recommandations. Par exemple, les morses, on ne les approche pas à moins de 30 mètres. Certaines espèces de phoques à moins de 100 mètres. D'ailleurs, ouais. Au sujet des morses, c'est un animal dont il faut se méfier aussi, surtout quand on est en zodiaque. Oui. Alors, le zodiaque a 5 compartiments, donc il faudrait vraiment un groupe de 5 morses qui se disent « sus au zodiaque », et à ce moment-là, boum, ils viendraient tous en même temps. Mais ça nous arrive de temps en temps, une fois tous les 2 ans, d'avoir un boudin cassé par une défense de morse qui vient trop près. C'est notre échec. On n'aurait pas dû laisser le morse approcher autant. Mais c'est vrai que, si vous voulez, c'est comme en Antarctique. On se dit qu'il ne faut pas approcher les manchots à moins de 5 mètres, mais quand les manchots vous approchent, on n'a pas toujours le temps de fuir, si je puis dire.
Alors Adrien, pas de manchot, on a bien compris au Spitzberg. Quelles sont les espèces emblématiques d'oiseaux? Vous êtes ornithologue, je le rappelle. Oui. Quelles sont les espèces emblématiques d'oiseaux qu'on a à peu près la certitude d'approcher et de photographier, hein? Je pense bien sûr aussi aux photographes, aux vidéastes qui font partie de ces croisières. Alors, vu qu'on parlait des falaises d'Alcafielette, il y a toute une famille d'oiseaux qu'on appelle les alcidés, qui sont la famille des guillemots. C'est, on va dire, l'équivalent de ces manchots qu'on parle pour l'Antarctique, des oiseaux très inféodés au milieu marin qui sont beaucoup plus à l'aise sous l'eau que dans les airs. Donc, c'est là-dedans qu'on retrouve le macareux, les guillemots et d'autres espèces comme le mergule nain. Après, comme disait Christian tout à l'heure, la certitude d'observer, on ne peut rien garantir sur certaines espèces. Mais il y en a une dont je veux parler particulièrement, c'est la mouette ivoire ou la mouette blanche, qui est vraiment une espèce emblématique non seulement du Spitzberg, mais également de tout l'Arctique, parce que c'est une mouette qui est entièrement blanche, qui est l'oiseau qui a la répartition la plus nordique du monde. Et elle est extrêmement dépendante de la banquise, et vu qu'on a beaucoup parlé de l'ours, c'est une espèce qui a pour caractéristique de souvent suivre l'ours polaire pour se nourrir. Vous êtes au milieu de la banquise, vous avez beau chercher, vous ne voyez pas une mouette blanche, mais vous tombez sur un ours en train de manger, et instantanément, vous voyez des mouettes blanches arriver. Et ça fait partie. Elles sont superbes. Oui, elles sont superbes. Elles sont vraiment magnifiques, d'un blanc totalement immaculé avec un bec bleu et jaune. Et il faut savoir que ça fait partie de ces espèces qui sont particulièrement menacées par le réchauffement climatique, par les polluants et pas mal d'autres activités humaines dans ces milieux-là. Alors Adrien, j'ai une question piège. Ah. On va regarder, plutôt écouter et regarder une scène que j'ai filmée et je ne me souviens plus du nom de cet oiseau rare. Est-ce qu'en régie, on peut passer l'oiseau qui miaule? Génial. Super. C'est votre parent. C'est votre parent qui nous a dit. Alors, Donc ça s'appelle un plongeon Adrien, qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui miaule? C'est un plongeon catmarin. Ah, et là le encore, fameux c'est un plongeon oiseau catmarin. qui est totalement inféodé au milieu aquatique. Il a les pattes tellement en arrière du corps, ce qui lui permet de très bien nager, mais qui ne peut quasiment pas se déplacer à terre. Et là, on le voit avec sa gorge rouge. Donc ça, c'est les adultes. Derrière, il y a 2 poussins. Mais il faut savoir que ça, c'est une espèce qu'on peut retrouver sur les côtes françaises, en fait, sur les côtes atlantiques et même méditerranéennes. Vous pourrez retrouver cette espèce qui aura un plumage plus blanchâtre. Parce qu'il faut bien comprendre que vous avez cette explosion de vie quand on fait les croisières là-haut. On est en plein été et il fait jour tout le temps. Et c'est une explosion de vie. Vous avez des dizaines d'espèces d'oiseaux, ça bouge de partout. Vous revenez en hiver, ce sera beaucoup plus calme. Et vous avez 90% des espèces d'oiseaux de l'archipel qui migrent. Elles sont des espèces migratrices qui ne peuvent pas supporter l'hiver là-bas. Du coup, elles descendent plus au sud. Certaines vont descendre comme la sterne arctique, c'est l'extrême, elles vont aller jusqu'en Antarctique. Et d'autres, comme le plongeon catmarin, vont descendre jusqu'en France. Donc c'est vraiment que des grands voyageurs, un peu à la façon des passagers qui viennent les voir. Très bien. Alors, on vient justement d'évoquer cette faune extraordinaire qui anime ce merveilleux archipel qu'est le Svalbard. Alors, c'est un sanctuaire animalier, on l'a bien compris, mais c'est aussi une incroyable diversité de paysages. Là, pour le côté esthétique et visuel, là aussi, j'allais dire, on en prend plein la vue. On dit d'ailleurs que le Spitzberg, c'est un condensé des paysages arctiques. Christian, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme et cette appellation? Tout à fait. Et puis, puisqu'on parlait de faune à l'instant, d'ailleurs, toute l'histoire, c'est un condensé d'histoire, c'est un condensé de paysages et de glace. C'est un condensé d'histoire, et l'histoire se forge autour de la richesse de cette faune. D'abord, au XVIIe siècle, ça a été les baleiniers. On tuait jusqu'à 3000 baleines dans une seule région du Spitzberg. On tuait jusqu'à 900 ours ensuite, à l'époque des trappeurs, par an. C'était gigantesque. Et une fois que toute cette boucherie, il faut l'appeler ainsi, a été faite, ma foi, le Spitzberg est retombé dans le silence, dans le grand silence blanc. Et c'est là que la glace est restée. Maintenant, heureusement, et Adrien l'a évoqué, les populations d'ours, les populations de morses, les populations de baleines reviennent. Mais le Spitzberg est un condensé du Grand Nord parce qu'il y a des régions de toundra. Le Spitzberg, comme son nom l'indique, ce sont des montagnes éclatées par l'alternance du gel et du dégel, avec des vallées noyées par les glaciers qui viennent des calottes. Mais c'est avant tout une terre de glace. Dans toutes les régions polaires, vous avez la glace sous 3 angles, sous 3 aspects. D'abord, le sol. Le permafrost, le pergélisol, ce sont des noms techniques pour dire que le sol est gelé. À quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres de profondeur, le sol est gelé. Soit dit en passant, environ 16 millions de kilomètres carrés dans l'Arctique, permafrost est en train de dégeler à cause du réchauffement climatique rapide, libérant beaucoup de méthane, qui est un gaz à effet de serre important. Ensuite, vous avez la banquise, la glace de mer.
Je vous ai dit que l'Arctique était une sorte de Méditerranée polaire, avec juste le détroit de Bering et le détroit de Fram. Et cette mer était autrefois couverte de un peu plus de 8 millions de kilomètres carrés. Chaque année, la banquise perd 90 000 kilomètres carrés, environ 10 fois la Corse, enfin plus de 10 fois la superficie de la Corse. Donc c'est un problème grave. Mais la banquise est omniprésente. Que ce soit la banquise sous forme de grands étangs blancs, la banquise fractionnée, la banquise disloquée, la banquise annuelle, de fjords pluriannuels, bref, toute cette glace. Les Esquimaux, les Inuits, qui ne sont pas présents au Spitzberg, mais ailleurs, ont 40 mots différents pour parler de glace. Et puis enfin, il y a la glace que l'on voit, la glace que l'on touche, la glace à laquelle on est habitué, somme toute, la glace des calottes, des glaciers. Vous avez au Spitzberg la plus grande barrière de glace de l'hémisphère nord. C'est-à-dire que vous avez une calotte, une montagne, qui n'a que 700 mètres de hauteur, 600-700 mètres de hauteur, et qui coule dans la mer tout lentement, en libérant d'énormes icebergs onérants, parfois de forme tabulaire, et qui a un front de glace sur 160 km de la glace de la glace. Vous voulez quelque chose d'exotique ? Allez là-bas. Alors, moi j'ai une question aussi de Candide et de novice. Est-ce que c'est aussi impressionnant que les paysages de l'Antarctique ? Vous savez, je ne peux pas y répondre. Parce que Arctique et Antarctique ont quelques caractéristiques communes. La première, c'est qu'en été du moins, on a le jour 24 heures sur 24. Alors on est dérouté. On dit souvent à nos gens, quand on les emmène, bon, vous avez bien profité de la dernière nuit parce qu'on n'avait plus dormir pendant, enfin, façon de parler, plus voir la nuit pendant 10 jours. Donc, il y a cette journée 24 heures sur 24. Ensuite, l'air polaire est très sec. Donc, la visibilité est extraordinaire, d'autant plus qu'il n'y a pas de pollution lourde. Il y a de la pollution fine. On en a parlé déjà, les métaux lourds, les organophosphorés chlorés, etc. Mais pas de pollution lourde. Donc, le regard porte facilement à 150 km si les montagnes sont élevées. Et ensuite, il y a le fait que ces paysages nous aient fait rêver. On a tous quelque chose de Charcot, de Victor ou d'autres dans la tête avec ces grandes montagnes. Et donc, les deux paysages sont vraiment hors de l'ordinaire, extraordinaire. Maintenant, simplement, la grande différence, c'est que l'Arctique est plus varié, je dirais, que l'Antarctique, parce qu'en Antarctique, il n'y a pas de toundra, en Antarctique, il y a des hautes montagnes, mais il faut aller à l'intérieur du continent. L'Arctique, je dirais, est la porte qu'il faut pousser pour aller vers les mondes polaires, et on va en Antarctique dans un second temps. Alors, j'ai une petite question d'une internaute de Solène qui nous demande quel est l'animal qui vous impressionne le plus en Arctique. Elle est revenue sur la partie un petit peu sanctuaire animalier. Alban, l'ours. Oui, bien évidemment, l'ours. J'ai lu dans vos pensées. Ouais. Adrien, l'animal qui vous impressionne le plus. Vous qui les connaissez tous, justement. Là. J'ai un petit penchant pour le morse, quand même, morse, en plus d'accord. de l'ours, bien sûr. Mais... Christian, C'est l'ours. c'est l'ours. Heureusement, oui. Très bien. Bon, là, je suis un peu perdue. La féerie des glaces. La féerie des glaces. Alors Adrien, la féerie des glaces opère quand on sillonne l'Arctique, mais cette glace est aussi un témoin majeur de l'évolution du climat. C'est ce que vous nous aviez raconté lors d'une sortie en Zodiac. Décidément, vous parlez beaucoup en Zodiac. Et d'ailleurs, on va vous écouter nous parler de ce monde des glaces et de ce qu'il nous apprend. Oui, toutes ces bulles d'air. Donc ces fameuses bulles d'air qui ont servi en Antarctique à reconstituer les climats passés. On vous en a peut-être déjà parlé. Oui. Voilà, avec Claude Lorius, qui a eu cette idée géniale que, on entend craquer la glace, qu'à mesure que ces bulles d'air avaient enfermé le climat passé, donc dedans vous avez l'atmosphère passée. Et donc ils se sont dit, vu qu'on a des forages de 3-4 km, plus on remontera dans ces forages, plus on remontera le temps. Donc il a mis 10 ans à peu près à développer une technique qui lui permettait d'analyser le contenu de ces bulles d'air, tranche par tranche. Et j'ai peur. Et au bout de 10 ans, en fait, ils ont réussi à sortir les premières données. Et c'est assez incroyable, en fait, on voit les courbes. Donc on voit les fameux cycles climatiques. Petit à petit, ils sont remontés jusqu'à 800 000 ans. 800 000 ans. En fait, c'est ça qui est un peu intéressant, c'est pour ça que Claude Lorius est un grand partisan il a beaucoup sensibilisé vis-à-vis du réchauffement climatique, parce que tous les climato-sceptiques, qu'on peut appeler des climato-menteurs, maintenant le climato-scepticisme n'a plus vraiment sa place, mais c'est qu'il y a des cycles, donc ils disent on fait partie d'un cycle, c'est normal que ça se réchauffe, que ça se refroidisse, c'est juste, voilà, ça fait partie des choses normales. Et en fait, si on regarde ces courbes-là de Claude Lorius, on voit des cycles. Donc sur 800 000 ans, on parle de 800 000 ans. On voit des courbes, effectivement.
c'est surtout les gaz à effet de serre et ils pouvaient déduire aussi la température en fonction de l'isotope de certains gaz. Donc on voit ça. Et puis sur les 150 dernières années, donc ça fait ça. Et les 150 dernières années, ça remonte et ça explose complètement la courbe. Donc c'est-à-dire que sur une tranche d'1 million d'années, on est hors cycle complet, quoi. On est complètement hors cycle en l'espace de 150 ans. 150 ans, 1 million d'années. Donc c'est du délire. C'est-à-dire c'est 999 850 années. Et sur les 150 dernières, on a des taux qui explosent. Et puis bon, c'est un argument un peu que lui a trouvé dans ses carottages et dans ses analyses des bulles d'air, mais qui est très parlant et très, très éloquent. Bon, alors Adrien, je me sens un peu gênée d'avoir prononcé le mot de climato-menteur, mais en même temps, je dois avouer que moi qui étais à bord, puisque j'étais avec vous, j'ai vu les passagers, nombre de passagers qui n'étaient pas forcément venus sur une croisière au Spitzberg pour entendre tout ça, mais s'intéresser énormément au travail de Claude Lorius. D'ailleurs, les passagers ont fini par demander à ce qu'on passe le film La glace et le ciel lors d'une soirée à bord. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, durant cette croisière et à la fin de la croisière, c'est de constater que les passagers de tous âges, il n'y avait pas que des personnes de plus de 50 ans, il y avait aussi des ados, des gens qui étaient là en famille, et tous ont été assez bouleversés par ces enseignements qu'on a en allant sur place. Donc c'est entre émerveillement et prise de conscience, et notamment ce fameux Claude Lorius que beaucoup de gens à bord ne connaissaient pas, alors qu'on l'a quand même vu pas mal sur le plateau télé à une époque, essayer justement d'alerter tout le monde là, sur ce problème de changement climatique. Vas-y, Christophe, si tu veux. Oui, pour dire que à l'origine, pour moi, j'emmène les gens dans ces régions polaires. J'étais chercheur à l'université ou professeur. J'aurais pu continuer ma carrière sans aucun problème. Mais j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que, d'une chose toute simple, on ne protège que ce que l'on connaît, que ce que l'on aime, pardon, et on n'aime que ce que l'on connaît. Il faut donc montrer ces choses. Depuis 1907-1906, le prince Albert Ier de Monaco parlait déjà de parcs nationaux Spitzberg. Maintenant, 85% de la superficie de l'archipel est protégée. Notre but, c'est véritablement de montrer les beautés de ces lieux et de faire en sorte que les gens que nous emmenons reviennent en ambassadeurs de ces grandes étendues blanches. C'est vraiment, je dirais, c'est l'ADN, la philosophie de la société. Alors, question très pratique, justement, qu'est-ce que vous mettez en œuvre en tant que voyagiste spécialisé pour limiter l'impact sur l'environnement? Question qu'on aura sans doute d'un figure d'autre que j'anticipe. Oui. Alors, bon, globalement, il y a environ 93 000 gros bateaux. Il n'y en a que 35 de croisière expédition, plus 600 000 bateaux de pêche. Donc, c'est déjà limité. L'Arctique, c'est 38 fois la France. Et puis, il y a environ 100 000 visiteurs, environ 500-600 sites. Donc, si vous voulez, on a tendance à focaliser. Il n'y a pas en Arctique de surtourisme, comme il y a à Venise, à Dubrovnik et ailleurs. Ça c'est clair. Bon, néanmoins, la nature est extrêmement fragile. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série de consignes par site. Cela veut dire que d'abord, il y a des zones où on ne va pas. Des réserves intégrales, on n'y va pas. Globalement, allez, on va dire la moitié de l'Arctique est véritablement sous réserve. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans les sites où on va, il y a des comportements à avoir. J'ai dit quelques exemples avec les morses, les ours, etc. Mais enfin, ou les phoques, il y en a d'autres. Ensuite, il y a l'encadrement. Tous les guides doivent avoir une formation comme Adrien, doivent avoir des compétences comme lui, pour évidemment être des guides conférenciers, mais également être des gens, car nous emmenons des gens, somme toute, en haute montagne, dans le Grand Nord, très loin. Donc, si vous voulez, il y a toute une formation à avoir, et il y a, non pas un guide pour 40 personnes, comme dans les bus chez nous, ou 50. Non, là, il y a un guide tous les 7 ou 8 personnes. Le taux d'encadrement est très important pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions d'environnement. Donc, si vous voulez, il y a tout un cortège, toute une série de choses qui sont faites pour faire en sorte que cette nature si fragile puisse continuer à vivre avec, encore une fois, notre grand plaisir. Vous savez, quand on approche un morse, c'est qu'il se rendorme et nous, on repart. D'accord, donc une vraie responsabilisation des acteurs du tourisme. Alors, justement, Alban, vous qui fréquentez ce milieu glaciaire de manière régulière, vous avez cette chance-là, est-ce que vous avez quand même constaté une certaine dégradation de cet environnement ou pas? Est-ce que c'est notable? Est-ce que c'est perceptible?
au fur et à mesure de vos expéditions et des années qui passent? Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais des expéditions et je vois un changement, oui, bien évidemment, sociétal et environnemental. Il y a deux choses. Il y a aussi les Inuits, leurs traditions sont en train de... Il y a plein de choses qui sont en train de changer. On me pose souvent la question, mais quand tu es sur la banquise, est-ce que tu vois ce changement? Alors, on voit d'ailleurs avec le traîneau. Là, quand je suis sur la banquise, je ne le vois pas, il n'y a rien, il n'y a pas de bouteille, c'est très pur, très... Néanmoins, quand on prépare une expédition, c'est 2 ans de travail, on prend des statistiques des météos, on regarde les cartes satellites de la NASA, et on peut le faire de chez nous, il suffit de regarder chaque année, la superficie de la banquise diminue. Donc oui, ça c'est réel. Et pour la petite histoire, sur ma dernière expédition, je devais plonger sous la banquise, et il y avait 2 mètres d'épaisseur de glace. J'ai mis 7 heures pour ouvrir un trou. Mais d'un côté, on dit, tu as réussi à ouvrir un trou, mais il y a quelques décennies, c'était pas 2 mètres d'épaisseur de glace. Donc elle diminue en superficie, elle diminue aussi en profondeur, en hauteur, en fait, en épaisseur, pardon. Et d'ailleurs, Alban, tes expéditions sont des exploits, comme faire le passage du Nord-Ouest en solitaire, c'est quand même une première. Mais ce sont aussi et surtout pour toi des façons de témoigner de ces changements et de sensibiliser le grand public. Oui, complètement. L'aventure, ça fait rêver. Alors j'aime ça, bien évidemment, mais je me sers aussi de l'aventure pour attirer le regard du grand public. Parce que, comme tu disais très bien, c'est parce qu'on montre des choses qu'on comprend et on peut l'aimer aussi. Et qu'on a envie de le protéger derrière. Ce qui se passe, c'est que notre première expédition, c'était au pôle Nord géographique. Pôle Nord géographique, c'est des grosses plaques de glace qui bougent, une mer gelée qui bouge avec la glace mono-annuelle, la glace de l'année, et la glace pluriannuelle, la très vieille glace. Et notre objectif, c'était de faire des photos d'un monde qui est en train de changer. C'est-à-dire que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il n'y aura plus de glace l'été au pôle Nord. Donc le rôle de l'explorateur, c'est aussi de témoigner, aussi de laisser une bibliothèque d'images et d'en parler aussi. Je vais aussi dans les écoles faire des conférences pour en parler parce qu'on ne s'en rend pas compte non plus. Alors sans être alarmiste ou culpabilisant, c'est pas le rôle, le but, mais on laisse des traces, on fait des films, on fait des livres et on raconte ces aventures. D'ailleurs, en parlant de film, je crois qu'on va bientôt pouvoir voir le film de ta dernière expédition sur Ushuaïa TV. Exactement, en janvier. Et que tu as déjà ton livre en préparation. Alors le livre, l'itinéraire d'un nomade des glaces, est sorti il y a quelques mois. Et là, donc là, effectivement, le film de cette dernière expédition sur le passage du Nord-Ouest sort en janvier. Alors maintenant que nous avons justement inspiré nos Figaronautes, tout en ayant pris conscience justement de la fragilité de cet environnement, passons aux choses très pratiques, très concrètes. Christian, au niveau de l'organisation d'un tel voyage, comment sont préparées et organisées ces croisières expéditions au Spitzberg? Alors pour aller au en termes Spitzberg, d'itinéraire, oui. choses comme ça. Comme pour aller dans d'autres régions, évidemment, cela suppose une organisation longue et lourde. Mais ça, c'est l'affaire des spécialistes et dont je suis. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. Pour le moment, nous faisons les plans pour 2022. 2021 est bouclé. Voilà. Ensuite, en revanche, comment y aller? Il faut d'abord y aller, je dirais... Alors, on peut y aller de manière sportive, c'est clair. Dans tout l'Arctique, on peut y aller, sac à dos, tente, etc. Bon. Mais si on n'a pas le tout jeune âge, je dirais, ou l'âge où on a la grande forme, il faut préférer le bateau, parce qu'à ce moment-là, c'est une sorte d'hôtel flottant. Si c'est un bateau, il faut que ce soit un bateau polaire, qui puisse jouer, je dirais flirter avec la glace, sans automatiquement la casser, parce que ça c'est encore un autre problème. Ensuite, ce bateau ne doit pas être grand. On ne va pas découvrir des endroits très sensibles à 200 ou à 500. On les découvre à 12, à 20, à 50, à 70, à 100, grand maximum. D'ailleurs, en Antarctique, pour prendre l'exemple de l'autre pôle, les débarquements de plus de 100 personnes à la fois sont interdits. Donc, il faut y aller pour des questions de sécurité et d'environnement. Et puis enfin, je dirais qu'il faut s'assurer véritablement qu'il y a un vrai encadrement. Vous savez, il y a quelques années, quand je disais on a beaucoup de guides conférenciers polaires, c'est une véritable université du Grand Nord. Les gens nous disent on a déjà fait la fac, nous. Maintenant, ils disent ah oui, on veut savoir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte effectivement que les Inuits, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ont 40 mots pour parler de glace, pour parler d'iceberg. Vous savez que dans les pilotes maritimes, il y a 295 types d'iceberg, etc., etc. Si vous voulez, c'est tout un monde. Et nous, notre but, c'est effectivement d'ouvrir les portes de ce monde extraordinaire, de cette autre planète, qui est une planète d'exploration, une planète d'animaux et une planète de glace.
Alors Christian, on va parler un peu budget. Une croisière au Spitzberg, ça démarre à partir de quel prix à peu près Alors, une croisière au Spitzberg, c'est automatiquement 8-10 jours jusqu'à 12-15 jours. Cela démarre avec 5 000 € et cela termine pour les catégories de cabine ou les voyages les plus longs à 10 000 €. D'accord. Et les prochains voyages, donc vous ne proposez des voyages en Arctique que pendant l'été arctique? Oui. Alors oui, non. Mais pour bien voir, il faut y aller en été. Parce que l'hiver, il fait nuit. Bon, en revanche, à l'automne, on flirte beaucoup avec l'automne et avec le printemps. Le printemps, il y a encore beaucoup de glace. Les paysages sont très beaux. Et tout est blanc. Alors évidemment, il y a moins d'animaux, mais on en prend plein la figure, quoi. Est-ce qu'il y a encore les aurores boréales? Et alors, à l'automne, dès que le soleil est sous l'horizon, Spitzberg, c'est autour de début septembre, les aurores boréales dansent dans le ciel. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que, oui, en été, mais on flirte de plus en plus avec le printemps et l'automne. Alors, Adrien, je vais revenir vers vous parce que à bord, il y a un endroit très particulier qui est le tableau. Le tableau où il y a le programme du jour. Et ce tableau, tous les jours quasiment, vous l'avez illustré avec des croquis magnifiques, puisque je rappelle que vous êtes un artiste naturaliste, j'espère qu'on va les voir. Voilà. J'ai l'impression que l'Arctique vous inspire particulièrement. Je pense que ça inspirerait n'importe qui a... Enfin, je pense que ça inspire tout le monde, en fait. Mais dès qu'on a une certaine sensibilité, on va dire un peu artistique, que ce soit à travers la photographie, le dessin, l'aquarelle, on ne peut pas rêver de meilleur endroit. Les lumières sont juste extraordinaires. On pense souvent que la neige est blanche, et en fait, c'est faux. 99% du temps, elle est bleue, elle est grise, elle est un peu violacée. Il y a des nuances magnifiques. On a la chance d'avoir le soleil tout le temps. Et comme disait Christian, c'est vrai que l'automne, enfin la fin de l'été est une période vraiment particulière parce que le soleil va juste raser l'horizon et du coup vous avez des crépuscules interminables qui font qu'il y a des lumières absolument extraordinaires. Et vous rajoutez dans tout ce contexte de lumière et d'ambiance une faune époustouflante, la glace, qui est un sujet inépuisable de peinture, de dessin. Et du coup voilà, moi ce que j'essaie de faire dans le quelques moments de libre, de croquer rapidement, à la va-vite, quelques croquis de terrain, aquarelle, parce que c'est vraiment là qu'est ma démarche, c'est de dessiner ce que je vois. Oui, j'ai peu d'intérêt à dessiner d'après photo, donc voilà. Voilà. Ça c'est basé sur une aquarelle de terrain que j'avais fait en 2017 et que là j'ai refait en plus grand format. Et ça voilà, ça c'était une femelle d'ours polaire qui ont scruté les ours justement là dans la banquise. Et donc vous cherchez ces fameuses taches crème, et là on voit bien ce dont je parle, c'est qu'au bout d'un moment vous voyez se dresser derrière un glaçon à l'approche du bateau, vous voyez cette tête, ce corps se dresser, puis vous avez un ours, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut admirer toutes vos œuvres, Adrien? Oui, du coup elles sont rassemblées sur mon site internet, donc adrienbrun.com ou .fr, et puis l'actualité, j'ai une page Facebook sur laquelle on peut tout simplement suivre l'actualité de mes dessins. Bon, on l'a vu, alors c'est très inspirant l'Arctique entre la science, l'expédition et les arts. Voilà. Notre émission touche malheureusement à sa fin. On aurait bien aimé continuer à vous parler de l'Arctique parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous espérons vous avoir fait rêver et vous avoir donné envie d'embarquer et de mettre le cap sur l'extrême nord. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur les croisières de nos amis de Grands Espaces sur leur site grandsespaces.ch. Un petit mot avant de se quitter pour vous présenter le nouveau magazine 100% Voyage du Figaro. Un peu d'autopromo ne nuit pas, le voilà. On y parle beaucoup de nature et de grande évasion. Christian, Alban, Adrien, merci beaucoup d'être venus partager avec nous vos passions, votre passion pour l'Arctique. Merci également à vous, Figaronautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir à tout moment cette émission en replay sur Figaro Live. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres aventures. Nous vous souhaitons un beau week-end et bon anniversaire, maman.